en ligne, d'ailleurs via les systèmes de la Banque de France, pour cette table ronde sur les nouvelles doctrines des banques centrales, donc à l'occasion de la parution de la revue d'économie financière. Alors, en tant que Banque de France, nous sommes très heureux donc d'accueillir cette table ronde pour au moins deux raisons. D'abord, et donc là sous le contrôle de Pervenche Berès, sa présidente, la Banque de France est un partenaire de l'AEFR, et puis nous sommes aussi un partenaire de longue date de la revue d'économie financière. Le gouverneur préside son comité d'orientation. Donc là, c'est une première bonne raison. Et puis la deuxième bonne raison, c'est le sujet de cette table ronde, puisque le sujet, les nouvelles doctrines des banques centrales, c'est bien sûr au cœur de notre métier. Même si, alors peut-être, mais là je ne vais pas rentrer dans le débat, ça sera aux autres intervenants, mais je dirais aujourd'hui, on pourrait se dire, est-ce que c'est les nouvelles doctrines ou les nouvelles pratiques, puisque on voit qu'aujourd'hui, souvent, les doctrines sont plutôt en retard par rapport aux doctrines, même si, comme c'est rappelé dans la préface faite par Benoît Cœuré et Anselmut Klotz, que je remercie aussi d'être présent et puis d'avoir coordonné ce numéro. Il rappelle aussi que derrière toute pratique, souvent, il y a un défunt économiste, comme avait dit un économiste célèbre, qui se trouve toujours derrière. Mais c'est vrai que les débats théoriques ont sans doute présent et passé ont permis sans doute d'aller plus vite pour mettre en place de nouvelles pratiques. Mais comme on le voit encore aujourd'hui, je détaillerai pas, j'interviendrai pas sur les débats les plus récents, les discussions les plus récentes en matière de politique monétaire, mais on voit que nous sommes dans une situation là où depuis une quinzaine d'années, là nous sommes souvent plus dans le domaine, je dirais, de l'art plutôt que de la science ou de la pratique plutôt que de la théorie. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire au début de cette séance, et donc maintenant je passe la parole à Pervenche Berès, donc présidente de l'AEFR. Merci beaucoup Olivier Garnier de nous accueillir et d'avoir rappelé les deux très bonnes raisons pour lesquelles nous présentons ce numéro 144 de la revue d'économie financière ici à la Banque de France. Il a déjà été présenté à Bruegel, à Bruxelles, dans une logique de partenariat entre think tanks, mais c'est vrai que ça aurait été un peu bizarre de ne pas parler des nouvelles doctrines de des banques centrales à la Banque de France. Avant de passer la parole à nos deux copilotes et d'animer ce débat, je voudrais juste permettre à Olivier Pastré, en tant que conseiller scientifique de la revue, de dire un mot dans la série des introductions par les Oliviers. Voilà, absolument, c'est les meilleurs. Moi, je voudrais dire juste trois choses. D'abord, la revue d'économie financière, c'est vraiment vachement bien. Ceux qui ne sont pas abonnés sont coupables. Et c'est vachement bien. Pourquoi ? Parce que elle a une capacité d'anticipation que peu de revues ont. Je rappelle que la réalisation d'un numéro, c'est en gros 1 an et demi, 2 ans. Entre la décision qui est prise par le Conseil d'orientation et voilà, la remise des copies. Quand on regarde l'histoire de la revue depuis plus de 30 ans, on a été souvent vraiment en avance de l'actualité ou avec l'actualité, ce qui pour une revue trimestrielle n'est quand même pas acquis. Mon immense fierté, c'est qu'on ait fait le premier numéro de langue française et anglaise sur le système financier chinois, c'était en 2011, donc ça avait été conçu en 2009, et à l'époque personne ne parlait du système financier chinois, et on a fait un numéro qui est presque toujours d'actualité. Puis pour la bulle Internet et la Covid, on a été non pas en anticipation, mais en réaction, c'est-à-dire que dans les 6 mois, on a fait, dans les 2 cas d'ailleurs, avec la revue Risque, pour couvrir le domaine de l'assurance, on a sorti un numéro. Ce numéro sur les banques centrales est une autre manifestation
notre sens du timing, me semble-t-il. Et mais voilà, merci aux deux copilotes qui ont vraiment fait un boulot absolument remarquable en un temps entre guillemets record pour une revue académique. Et le dernier, ça c'est un scoop. On va sortir d'ici la fin de l'année un numéro sur l'Ukraine qui est à ce jour très bien emmanché et qui sera à mon avis un des premiers numéros à sortir sur ce sujet. Deuxième remarque, la langue française. On n'est pas très loin de fêter l'anniversaire du décès de Jean Saint-Jour, que les plus jeunes d'entre nous ont bien connu. Jeune étant entre guillemets, et qui a accompagné la revue tout au début de sa vie et pendant une dizaine d'années avec une présence très active et qui était un défenseur de la langue française. Et chaque fois que on évoquait la possibilité de sortir un papier en anglais, il disait je donne ma démission, je fais une lettre à tous les journaux, etc. Il n'est plus là, mais son combat persiste, sachant que par ailleurs on s'est beaucoup internationalisé avec aujourd'hui et sur le site internet et principalement sur le site internet beaucoup de papiers qui sont évidemment écrits en langue anglaise, mais avec un document qui est celui que vous avez sous les yeux, qui est en langue française. Enfin, dernier mot, François-Xavier Albouy, qui n'a pas pu être là pour des raisons familiales aujourd'hui, a été la cheville ouvrière du montage de ce numéro, qu'il en soit remercié. Il va nous quitter d'ici la fin de l'année, et donc la chef de gare, moi je suis celui qui est le sifflet, mais la chef de gare à partir du début de l'année prochaine, ça sera Esther Jeffers, que la plupart d'entre vous connaissez déjà et qui donc va animer la revue sur le plan scientifique. Merci à François-Xavier, merci par avance à Esther, sachant que le lien entre tout ça, c'est évidemment notre mère à tous, par son âge, mais par son talent, qui est Paola Camilleri, que tout le monde connaît maintenant en France et peut-être même dans le monde. Voilà, merci et bonne chance. Je n'interviendrai pas dans les débats parce que, je suis pas assez compétent, et deux, franchement, vous avez plein de trucs à dire, et la salle a, à mon avis, plein de questions à vous poser. Merci Olivier. On va rentrer dans le vif du débat sur ce numéro dont j'ai rappelé qu'il avait été déjà présenté à Bruegel et qui a été écrit avec un certain sens de l'anticipation, même si il y a peut-être un test à vérifier comment est-ce que ce que vous avez appelé les pratiques coïncide avec ce qu'on a pu écrire à propos de nouvelles doctrines. L'introduction à ce numéro par les deux copilotes mérite d'être lue au même titre que chacun des articles, au même titre que chacun des articles, mais c'est quand même un très bon outil pour mettre en perspective l'articulation de l'ensemble des numéros et d'avoir cette perspective historique qui permet de lire la cohérence que l'on retrouve à travers tout le numéro, et notamment comment, à travers des approches un peu en puzzle autour de ces trois questions principales qu'on essayait de traiter dans le numéro et qu'on va retrouver dans l'articulation de notre débat ici, entre pourquoi est-ce que les banques centrales ont dû bousculer leur doctrine, comment est-ce qu'elles les ont adoptées et qu'est-ce qu'elles doivent faire en plus. On retrouve tout de même une adaptation au jour le jour, une réactivité des banques centrales et en même temps des fondamentaux qui se manifestent en permanence et qui disent un petit peu, ou peut-être beaucoup, d'où viennent les banques centrales, quelle est leur tradition, quelle est leur approche et quelle est leur boîte à outils intellectuelle, historique, pour réagir à une réaction nouvelle. Et un des enjeux est évidemment dans des situations de crise qu'on a connues, qui obligent à des coopérations, comment ces confrontations bousculent les uns et les autres dans leurs pratiques et dans leurs habitudes.
Est-ce qu'on peut demander à Olivier Pastré de donner sa place à Bruno Cabriac, qui doit intervenir dans la tribune comme co-auteur avec le gouverneur d'un des articles. Ce que je vous propose, c'est d'abord passer la parole à Hans Helmut. Tout le monde te connaît, je crois, mais rappelons que tu es Senior Fellow au Center of European Study à l'université de Harvard et au Leibniz Institute SAFE. Peut-être que tu peux intervenir sur la première partie finalement de la revue, qui est celle sur pourquoi est-ce que les banques centrales ont été obligées de changer et comment est-ce qu'elles ont pu le faire. Hans Helmut, tu as la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup, Pervenche. C'est beaucoup plus mauvais. Je suis ancien membre du directoire de la Bundesbank. Et c'est là qu'on s'est connus. Et c'est là qu'on a appris à bien travailler ensemble. La question que nous avons posée était la suivante. Dans quelle situation les banques centrales changent leur perception des choses? Dans quelle situation sont-ils peut-être même obligés de réorienter leur politique? Et on peut dire que ce sont d'une certaine manière des situations d'apprentissage pathologique. Par exemple, pour juste nommer deux, en 1973, le système de Bretton Woods a éclaté. En conséquence, l'orientation vers le taux de change n'était plus possible et la Bundesbank était forcée d'introduire une autre manière de gérer l'économie. Elle a choisi de gérer la masse monétaire, M3. En 1992, l'éclatement du système monétaire européen avec l'Italie et la Grande-Bretagne virés pratiquement du système. En raison de ça, la Banque monétaire a choisi de contrôler un cible final, le ciblage de l'inflation. Et en 2008, la situation dans les marchés monétaires, les marchés interbancaires qui sont normalement des marchés très très boring, Sylvie, je m'excuse, qui sont des trucs très techniques qui personne s'en occupe, étaient dans une situation de quasi-implosion. En raison de ça, surtout la Banque centrale européenne était forcée d'intervenir et d'intervenir massivement. On l'appelait après d'une manière non conventionnelle. Olivier Garnier a parlé de art versus science, Hartree, 1927. Il était une sorte de gérer la politique monétaire qu'on appelait Modern Monetary Policy. Ça, c'était le ciblage de l'inflation et on ne s'occupait pas du tout des questions comme stabilité financière ou prêteur en dernier ressort. Soudainement, cette fonction qui était au début des fonctions des banques centrales, prêteur en dernier ressort, était sur le plan comme la politique de stabilité des prix. Il fallait quand même, aux alentours de 10 années, pour et je ne vais pas aller dans les différentes conceptions de politique non conventionnelle, il fallait quand même 10 années de conceptualiser cette nouvelle vision, si tu veux,
si vous voulez. Et comme Pervenche Berès l'avait dit, notre issue de la revue d'économie financière est tellement intéressante parce que nous avons des contributeurs qui donnent les perspectives. Par exemple, et là je m'arrête, nous commençons avec les changements dans l'environnement. Il y a une contribution de Augustin Carstens de la Verrerie, une autre de Xavier Rago sur taux réel, taux VIXL très bas, et aussi Frank Smets, qui mène à la position que les banques centraux ont changé leur conception. J'ai maintenant assez maltraité votre langue et je laisse la parole à Benoît. Merci beaucoup Hans Helmut. Et je crois que c'était formidable de pouvoir avoir ces deux copilotes pour ce numéro avec des points de vue très complémentaires. Est-ce que c'est besoin de le souligner, un Français, un Allemand, bon, il manquait peut-être un homme, une femme, mais c'était quand même une belle coopération, je crois. Et puis, dans la répartition des rôles qu'on a définis ce soir, bien, Benoît peut-être comme copilote de ce numéro, même si aujourd'hui la présentation c'est président de l'autorité de la concurrence. Je pense que le copilotage doit aussi beaucoup au mandat à la Banque centrale européenne. Merci d'intervenir sur qu'est-ce qui suit au fond. C'est comment est-ce que les banques centrales ont adopté leur doctrine avec peut-être un espace entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en Europe, qui sont toujours des points de repère utiles, y compris pour voir comment est-ce qu'on s'équipe pour réagir aujourd'hui. Et si ça pouvait être en 5 minutes, ça serait formidable. Mais ça sera en 5 minutes, parce qu'au bout de 5 minutes, Pervenche m'interrompra de toute façon. Donc ça sera nécessairement en 5 minutes. Je voudrais d'abord dire que ça a été un très grand plaisir de travailler sur ce numéro avec Hans Helmut. D'abord parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec Hans Helmut. Aussi parce que les sujets sont passionnants, c'est ce qu'on essaie de vous transmettre ce soir. Parce qu'on a réussi, on est très fiers de ce numéro, parce qu'on a réussi à combiner des contributions d'autorités institutionnelles dans le champ de la politique monétaire, hein, le chef économiste de la BCE, Philippe Lane, le vice-président qui est maintenant parti, mais qui à l'époque était vice-président de la Réserve fédérale, Rich Clarida, Otmar Issing, qui est le père spirituel de la politique monétaire de la BCE, avec par ailleurs en contrepoint une très grande diversité de points de vue différents. Donc la diversité, la pluralité des points de vue, c'est ce qu'on a essayé vraiment d'introduire dans ce numéro. Et puis c'est aussi toujours un très grand plaisir de travailler pour la revue d'économie financière, cher Olivier. La première fois que j'ai coordonné un numéro de la revue d'économie financière, je crois que c'était en 1999. C'était un numéro sur la monnaie électronique. Donc, ce qui témoigne de la capacité d'anticipation de cette revue, comme le disait Olivier tout à l'heure. Et où il y avait une contribution de la BCE, d'ailleurs, de Jean-Michel Godefroy à l'époque. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quelles sont ces nouvelles doctrines des banques centrales dont on parle dans le titre? C'est très bien expliqué par Philippe Lane et par Rich Clarida dans leur contribution. C'est les grandes banques centrales du monde qui, prenant acte de la difficulté à faire de la politique monétaire dans un environnement où les taux d'intérêt sont très bas et où notamment le fameux taux d'intérêt naturel qu'a mentionné Hans Helmut, ce concept qui a été inventé par Knut Wicksell il y a plus d'un siècle et qui a été remis au goût du jour par les banques centrales dans les années 2010-2020. Ce taux d'intérêt naturel qui est compatible avec une inflation stable était devenu proche de zéro, voire négatif, et donc ne permettait plus de piloter la politique monétaire
en montant et en baissant les taux à court terme, ce qui est ce qu'on fait d'habitude. Et donc il a fallu introduire toutes sortes de nouveaux instruments que vous connaissez, hein, les achats d'actifs, le taux négatif, la forward guidance, qui est le pilotage des anticipations par les banques centrales, et ainsi de suite. Et dans le contexte européen, des instruments un peu spécifiques comme des opérations de prêts conditionnés à l'utilisation de ces prêts par les banques pour l'économie, au soutien de l'économie. Et tout ça a été fait un peu de manière créative, réactive, en fonction d'une situation qui était très évolutive après la grande crise financière et jusqu'à très récemment. À un moment, les banques centrales ont ressenti le besoin de prendre un peu de recul, de codifier tout ça dans des nouvelles stratégies monétaires qui tiraient le bilan de ce qui avait été fait depuis la grande crise financière. Et ça a été les nouvelles doctrines de la Fed en 2019 et de la BCE un peu plus tard. Tout ça est expliqué dans le numéro. Et ces nouvelles doctrines, elles consistent en quoi? D'une part, en finalement prendre acte de la possibilité de ces instruments nouveaux et décrire la manière dont on va les utiliser, c'est-à-dire les installer durablement dans une boîte à outils beaucoup plus diversifiée qu'autrefois. Et d'autre part, en tirer aussi quelques conclusions sur la manière de les utiliser dans un environnement où les taux d'intérêt étaient très bas, et notamment sur la manière dont il faut utiliser ces instruments pour sortir d'une situation d'inflation très faible et de risque de trappe déflationniste, comme aurait dit Keynes, qui est ce qui menace toujours les banques centrales quand les taux d'intérêt sont très bas. Et donc une réflexion plus tactique sur la manière d'utiliser les instruments. Pour la Fed, ça a été par exemple l'idée qu'il faut pas hésiter à laisser l'inflation s'installer durablement au-dessus de 2% pour rattraper toute l'inflation, toute la contre-performance inflationniste dans les années où la croissance était faible. Et ça a été aussi, toujours pour la Fed, un renforcement dans la manière dont la Fed interprète son mandat, qui, comme vous le savez, est un mandat dual, où on s'occupe de l'inflation, mais aussi de l'emploi, du taux de chômage. La Fed a rééquilibré très fortement l'interprétation de ce mandat en mettant beaucoup plus l'accent sur la performance du marché du travail et sur la nécessité d'aller chercher tous les chômeurs, tous les inactifs avant de normaliser la politique monétaire. Alors la BCE, ça a été un peu différent. La BCE n'a pas de mandat dual, donc il y a eu moins cette insistance sur l'emploi, mais également une insistance sur le fait que l'inflation pourrait éventuellement être au-dessus de 2% si nécessaire, et une clarification du fait que le mandat de la BCE, c'était que l'objectif numérique de la BCE, c'était une inflation symétrique autour de 2%. Ce qui d'une certaine manière clôturait un débat très long sur l'interprétation du mandat de la BCE, qui était d'abord positif mais inférieur à 2%. Ensuite, la BCE a un peu tourné autour du pot pendant 25 ans, pendant 20 ans, avant de clarifier que le mandat c'était 2% et c'était symétrique autour de 2%. Et c'était pas proche de 2%, c'était 2%. Alors, donc tout ça est maintenant très clair et a fait l'objet aussi, je dois le dire, parce que c'est peut-être important pour la suite de la discussion, d'un effort de pédagogie et d'écoute des banques centrales, avec des grands exercices aux États-Unis et aussi un peu en Europe, d'interaction avec le grand public, ça s'est appelé Fed Listens par exemple, pour montrer que la Banque centrale était à l'écoute de différents points de vue, plus que par le passé. Alors, dans le numéro, il y a aussi le contrepoint de ça, c'est-à-dire des limites ou des critiques éventuelles de cette approche. Alors, premier type de critique, peut-être que on est allé trop loin et qu'on crée que tout ce qui a été fait a des inconvénients qu'on ne verra que plus tard, donc tous les aspects potentiellement négatifs. Donc un en particulier, c'est qui est orchestré dans le numéro sous forme d'une sorte de dialogue entre d'une part Athanasios Orphanides qui est au MIT et d'autre part Steve Cecchetti et Kim Schoenholz qui ont des points de vue un peu différents, voire opposés. Une première question qui est est-ce que finalement la politique monétaire n'est pas allée, ne s'est pas trop rapprochée de la politique budgétaire
notamment avec ces achats d'actifs qui conduisent les banques centrales à acheter des titres publics et donc à avoir une influence indirecte sur la politique, sur le refinancement des gouvernements, sur la politique budgétaire et même des conséquences redistributives qui sont traditionnellement du domaine budgétaire et pas du domaine monétaire. Et donc, dans le numéro, c'est juste un exemple du type de dialogue qu'il y a dans ce numéro. On a Athanasios qui dit c'est très bien, la BCE a eu raison de le faire. Elle l'a fait notamment en 2020 lorsqu'il y a une combinaison entre les achats d'actifs et les plans, l'introduction d'une politique budgétaire européenne avec Next Generation EU. Ça a très bien marché. Et Athanasios dit il faudrait le faire encore plus en reconnaissant la nécessité pour la BCE, par exemple, d'accompagner la situation budgétaire au niveau de chacun des États membres et de ne pas se réfugier derrière l'appréciation par le marché de la notation des États, ce qui est un des grands thèmes que développe toujours Athanasios Orphanides. Et en face, on a Cecchetti et Schoenholz qui disent attention, tout ça est peut-être dangereux parce que si les lois, les parlements ont prévu de séparer la politique monétaire et la politique budgétaire, c'est pour de bonnes raisons, parce que la politique budgétaire, après tout, c'est politique, alors que la politique monétaire est faite par des technocrates indépendants. Et pour ça, il y a une raison. Et donc, on a ce débat qui se développe. Et peut-être pour conclure, une deuxième question qui est peut-être moins traitée dans le numéro parce que c'était un peu trop tôt, mais qui va être la question qui va se poser maintenant, qui est-ce que ces cadres monétaires qui ont été donc cristallisés vers 2019-2020 sont les bons pour le monde d'après le Covid et pour le monde d'après la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on ne va pas se rendre compte finalement que c'était une étape utile, mais qu'il va falloir faire autre chose? Et on le voit déjà dans le débat universitaire, où les économistes maintenant insistent beaucoup, notamment depuis le Covid, sur la nécessité d'une approche plus sectorielle pour comprendre les raisons plus sectorielles de l'inflation, le fait que l'inflation vient de problèmes dans les chaînes de valeur mondiales, dans des secteurs où il y a insuffisance d'offres. Et donc la philosophie et même les modèles mathématiques des banquiers centraux qui étaient très macroéconomiques, très agrégés, et sur lesquels s'appuient plus ou moins quand même ces nouvelles doctrines, sont peut-être insuffisants pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qui nécessite une approche beaucoup plus granulaire, sectorielle, qui va nécessaiter de nouveaux modèles et peut-être un jour de nouvelles doctrines. Et je m'arrête là. Merci beaucoup Benoît pour cette fresque très large de la logique, la cohérence et puis les questions qui s'ouvrent immédiatement sans même avoir rappelé les enjeux autour de la monnaie numérique qui pourrait elle aussi bousculer vraisemblablement non seulement ces doctrines mais les modes de coopération. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Bruno Cabriac, vous avez co-écrit avec le gouverneur l'article de cette revue qui, au nom de la Banque de France, dit votre vision de cette revue stratégique et votre contribution sans doute à cette définition en haut et en dessous du 2%. Comment est-ce que vous le situez dans le débat actuel et au fond, est-ce que cette revue stratégique, vous l'avez décrit dans l'article, comment est-ce qu'elle est un outil aujourd'hui, alors même que vous avez eu consécutivement 2 réunions du Conseil des gouverneurs, dont une manifestement 6 jours après la première, qui n'était peut-être pas initialement prévue. Merci Pierre-Blanche. Je voulais d'abord commencer par remercier Anselmout et Benoît pour avoir copiloté une revue qui est intéressante à lire, y compris son introduction et son avant-propos, ce qui n'est pas toujours le cas, qui sont une remarquable synthèse de la revue elle-même. Alors je vais essayer de ne pas trop parler de l'actualité, parce que ici c'est difficile, et c'est difficile pour moi, et plutôt essayer d'expliquer comment, puisque c'est un des thèmes de l'article, l'environnement de la politique monétaire est devenu plus exigeant, et donc comment notre métier aujourd'hui est plus difficile. Je vais essayer de le faire rapidement en 5 points et en tirer une très courte conclusion. Le premier point qui a rendu cet environnement exigeant, c'est la montée des incertitudes. La montée des incertitudes de tous ordres, macroéconomiques, financières bien sûr, mais aussi géopolitiques, environnementales. On oublie parfois
la montée des incertitudes technologiques. On le voit bien par exemple avec la transition écologique, la transition énergétique, qui aujourd'hui reste très incertaine dans la possibilité d'utiliser de façon efficace diverses techniques. Mais il y a aussi des incertitudes liées au changement structurel, y compris au changement des comportements. Et il y a eu beaucoup de changements de comportement après tous les chocs que l'économie ait connus. Dans ce cadre, on a des difficultés à adapter notre cadre conceptuel, nos modèles. On a des difficultés, Olivier Garnier l'a dit tout à l'heure, à trouver vraiment de nouvelles doctrines. On commence par la pratique avant d'aller chercher des doctrines, éventuellement des doctrines dans le passé. On a aussi des difficultés à prédire le moyen terme, qui est le cadre temporel de notre objectif d'inflation. On a aussi des difficultés à analyser les effets futurs et même les effets passés de nos actions, de nos instruments et notamment de nos nouveaux instruments. Et ça parce qu'il y a eu des changements structurels importants dans le système financier qui ont perturbé les canaux de transmission. Donc une grande montée des incertitudes. Le deuxième point qui rend notre environnement plus exigeant, c'est que, et Benoît vient de le dire, l'incertitude actuelle, elle est le fait de chocs, que ce soit la pandémie, la guerre, demain le changement climatique, ou aujourd'hui déjà le changement climatique, qui sont à la fois des chocs d'offres et de demande, et qui sont par nature plus difficiles à traiter par nos outils, mais aussi plus difficiles à traiter par la politique monétaire que des chocs de demande purs. Le troisième facteur, le troisième élément de cet environnement plus exigeant, c'est que la succession de chocs depuis 2008-2009 a amené une forte augmentation de l'endettement public. Et ça réduit les marges de manœuvre contracycliques de la politique budgétaire. Et donc à chaque nouvelle crise, à chaque nouveau choc, la politique monétaire est de plus en plus sollicitée. Mais il y a aussi un risque de réduction des marges de manœuvre de la politique monétaire à cause de cet endettement public. C'est la fiscal dominance, pour le dire en anglais, la domination fiscale et donc la domination budgétaire, et donc un risque important et qui complique le métier de banquier central. Le fait qu'on a demandé plus aussi à la politique monétaire, plus pendant la crise de 2008-2009, plus pendant la crise de la pandémie, et notamment plus pour rétablir la stabilité financière, a renforcé l'exigence de toutes les parties prenantes à l'égard de la politique monétaire, et donc a créé une demande dans divers domaines, par exemple dans le domaine sociétal, et je pense que Laurence Cialom en parlera, là on parle dans son article. Et donc cette exigence de plus en plus forte des parties prenantes à l'égard de la politique monétaire rend le métier de banquier central plus difficile parce qu'elle entraîne un certain nombre de risques. Le premier, c'est le risque de surestimation du pouvoir de la politique monétaire. Et donc, si on surestime ce pouvoir, on risque d'être déçu. Et donc, il y a un risque de perte de crédibilité. Et puis, il y a aussi un risque de perte de marge de manœuvre. Deuxièmement, il y a un risque de contestation de l'indépendance des banques centrales, de la légitimité des banques centrales. Si elles perdent leur légitimité en termes d'efficacité, et cette perte de légitimité en termes d'efficacité peut venir tout simplement d'une surestimation de ce qu'elles peuvent faire. Si elles perdent cette légitimité en termes d'efficacité, il y a un risque sur leur indépendance. Il y a un risque, on en a beaucoup parlé, d'aléa moral aussi pour les États sur les politiques budgétaires et structurelles. Si on demande à la politique monétaire de se substituer aux États, c'est une solution évidemment de facilité, et y compris pour des dimensions sociétales, des politiques structurelles. Et on a parlé des inégalités de revenus tout à l'heure. Il y a un risque d'aléa moral aussi à l'égard des marchés. Et c'est le rôle de plus en plus affirmé des banques centrales comme teneurs de marché de dernier ressort crée évidemment un aléa moral sur les marchés
d'autant, et c'est le sujet traité par Matthias Tiemann, d'autant qu'il y a une asymétrie du pouvoir des politiques monétaires en la matière, où elles ont effectivement plus d'efficacité pendant les crises de stabilité financière que pendant les périodes de boom et de spéculation. Et puis il y a un dernier risque qui est le risque de communication. Alors Benoît en a parlé, je crois qu'il y a une citation de Benoît, il me semble, dans l'introduction à ce numéro, qui est que quelque chose comme si la politique monétaire consiste seulement à parler au marché, comment voulez-vous que les gens aient confiance dans les banques centrales? C'était dans mon discours d'adieu à la BCE. D'accord. Et donc, effectivement, cette demande et cette exigence de plus en plus forte à l'égard des banques centrales, elle oblige les banques centrales à parler non plus seulement au marché, mais aux autorités politiques, au Parlement. Pervenche Berès a longuement développé ça pour le niveau de dialogue au niveau du Parlement européen. Elle oblige aussi à parler aux citoyens. Et de mon point de vue, il y a aussi un risque de communication parce que c'est pas facile de parler à tous ces acteurs de façon cohérente parce que leur niveau de compréhension d'intérêt est évidemment différent. Et enfin, le cinquième point pour lequel, mais ça c'est un point connu et aussi largement traité dans le numéro pour lequel la politique monétaire est aujourd'hui dans un environnement plus exigeant, c'est la baisse du taux d'intérêt naturel. Et donc la baisse du taux d'intérêt naturel fait que on s'approche plus souvent de la barrière des taux zéro et que cette barrière des taux zéro complique bien sûr l'usage du principal instrument de la politique monétaire, qui est l'instrument taux d'intérêt, et oblige à utiliser des instruments non conventionnels, à les garder dans la boîte à outils. Or, on a évidemment moins de recul et moins de connaissances sur l'effet et les délais de transmission de ces instruments non conventionnels. Et pour parler de choses plus d'actualité, on a encore moins de recul sur comment on peut sortir de ces instruments non conventionnels. Alors, dans l'article que nous avons fait dans la revue d'économie financière, on a sur ce plan-là un discours plutôt optimiste en pensant qu'il y a des éléments structurels comme le vieillissement de la population, la nécessité d'avoir beaucoup plus d'investissements, notamment pour faire face aux défis de la transition énergétique et de la digitalisation, de la numérisation de l'économie. Donc on a une perspective d'avoir des taux d'intérêt naturel qui remontent un peu et qui donc allègent un peu cette contrainte de la barrière zéro. Et je voudrais terminer juste par une remarque. Si l'environnement de la politique monétaire est plus exigeant, ça veut dire qu'il y a des risques plus élevés d'erreurs de politique monétaire. Et donc ces risques plus élevés, évidemment, c'est un danger parce que ça peut modifier, troubler le triangle redevabilité, indépendance, crédibilité des banques centrales. Et donc peut-être que le défi de demain pour la politique monétaire et pour la Banque centrale, c'est de trouver une gouvernance qui soit la plus adaptée possible pour que les banques centrales se mettent le plus automatiquement possible en mode correction d'erreurs. Et ça peut être un complément à ce que Benoît Cœuré et Hans-Helmut Koltz appellent l'apprentissage des crises. Donc c'est probablement un sujet de réflexion. Et sur ce plan-là, finalement, elles ont pas mal réussi. Et c'est ce que démontre Augustin Carstens dans l'article qui fait dans la revue d'économie financière, où effectivement, il montre que les banques centrales se sont bien adaptées pour l'instant à tous ces nouveaux défis. Merci beaucoup. Sur l'objectif d'un mode de correction automatique des erreurs, à mon avis, si les banques centrales trouvent le mode d'emploi, elles vont être beaucoup copiées, beaucoup jalousées, parce que c'est quelque chose où, dans toutes ces crises, ces incertitudes que vous avez parfaitement rappelées, on voit bien que tous les acteurs sont confrontés à cette difficulté. Alors, s'agissant des banques centrales, ça a un impact très fort, mais c'est une préoccupation qui
anime, me semble-t-il, beaucoup d'acteurs et même pas uniquement dans la sphère publique. Alors merci aussi parce que je crois que vous avez fait parfaitement la transition pour qu'on puisse passer la parole à Matthias Tillmann, non seulement parce que vous avez cité ses travaux, mais parce que ces travaux s'inscrivent exactement dans ce moment de notre réflexion où toutes ces politiques non conventionnelles qui ont été mises en place en période de crise ou pour répondre à des éléments de crise, manifestement ce sont des boîtes à outils dont on a du mal à se priver ou qu'on a du mal à retirer du dispositif et pourtant elles peuvent être moins utiles ou plus difficiles à gérer en période d'essor financier. Donc Matthias Tillmann, merci beaucoup d'être même à distance avec nous. Et vous avez la parole, comme chaque intervenant, pour 5 minutes. Ensuite, Laurence Yalom interviendra sur les aspects sociétals de la responsabilité des banques centrales. Je dirai un petit mot du point de vue parlementaire. Ça ne vous étonnera pas tout à fait. Puis ensuite, on aura un petit échange entre les intervenants à la tribune avant de vous donner la parole dans la salle. Matthias Tillmann. Bonsoir. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, merci beaucoup et c'est un grand honneur d'être avec vous. Je vais faire assez vite. Dans l'intervention, je regarde les interventions des banques centraux pendant la crise de Covid pour faire l'argument, comme c'était déjà évoqué, qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation très asymétrique pour les banques centraux. Ça veut dire que pendant les crises, pendant les tail events, comme on appelle ça en anglais, les banques centraux, ils remplissent leur nouvelle fonction de market maker of last resort, comme c'était déjà évoqué, mais et ils l'ont fait d'une ampleur absolument impressionnante, disons, en fait, une bonne millier de milliards par la Banque centrale américaine dans 2 semaines pour avertir une crise financière. Et en même temps qu'il y a cette assurance d'être backstop des marchés, il n'y a pas des moyens comme on les a aujourd'hui pour les banques pour contrôler le moment de l'expansion, le moment de la spéculation financière si on veut. Et cette asymétrie, elle est très inquiétante et elle ne tombe pas du ciel. Ce que je veux dire avec cela, c'est que les banques centrales, ils ont essayé pendant 10 ans après la crise financière de changer la régulation du système shadow banking, comme on l'appelait jusqu'à 2015, pour y avoir une certaine contrôle, une certaine capacité de gérer, aussi miner un peu calmer les marchés, et ils n'ont pas du tout réussi. Donc cette fameuse idée de Mark Carney de transformer le shadow banking dans le resilient non-bank financing. En fait, la crise de Covid, elle a bien montré que ce n'est pas le cas, que le shadow banking, si j'ose le dire, est encore une vraie problème qui force la main des banques centraux. Donc aujourd'hui, et là, par exemple, je parle des fonds de gestion qui investissent souvent dans les actifs, de plus en plus dans les actifs qui ne sont pas du tout liquides ou qui ne sont pas très liquides au moins, et qui dans les moments des crises se peuvent voir confrontés à ce qu'on appelle un run, a run on money market funds, but also on mutual funds. Au moins si on veut croire aux analyses des académiques comme Jeremy Stein ou Wissing Jorgensen qui ont vu un run sur les fonds de gestion. Et donc, je crois que ce moment, le Covid, c'est en fait un avertissement aux banques centraux qui se trouvent aujourd'hui encore dans une situation où ce qu'on peut appeler un put, un liquidity put, mène les acteurs privés à prendre des risques en sachant que s'il y a une grande crise, ils vont être sauvés, ou au moins leurs pertes vont être allégées. Et je crois qu'il va falloir en parler, il va falloir aussi faire des changements. Il y a des premiers changements pour les money market mutual funds qui sont en train de se faire, mais par exemple, les mutual funds,
les fonds de gestion, la régulation, si elle va arriver, elle est encore lointaine et j'oserais même faire la prédiction qu'il n'y aura pas vraiment de régulation, par exemple des actifs et de la liquidité de ces actifs, qui donnerait aux banques centraux cette capacité de un peu gérer la prise de risque dans ces marchés. Et moi, je crois que c'est très, très dangereux. Et c'est aussi... donc, on a aujourd'hui un système financier pour lequel, dans sa totalité, les banques centraux, ils sont responsables et ils utilisent les moyens comme le quantitative easing aujourd'hui aussi pour la stabilité financière, en même temps qu'ils n'ont pas les moyens pour contrôler cette prise de risque de ce système qu'on appelait un jour le shadow banking. Je crois qu'il va falloir l'adresser, cet risque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais en train de susurrer, c'est dommage qu'on n'ait pas invité quelqu'un des autorités de marché parce que on aurait pu engager un débat, mais qui est ouvert. Hein. On va rebondir dessus après. Mais je voudrais, sans plus attendre, passer la parole à Laurence Yalom. Et en lui passant la parole, j'ai conscience que on progresse dans la logique de la revue et on entre dans en fait la conséquence des nouvelles doctrines qui ne sont pas uniquement des nouvelles doctrines du fait de la gestion de la politique monétaire elle-même, mais aussi de la façon dont la gestion de cette politique monétaire non seulement a dû s'occuper de la stabilité des prix, ce qui était dans un mandat évident, bien défini, clairement et historiquement documenté, et de la stabilité des marchés financiers, mais aussi de ce que communément on a appelé les objectifs secondaires. Et là-dessus, on est entré dans des terrains tout à fait nouveaux dans la façon dont les banques centrales interfèrent avec ce risque de communication qu'a évoqué Bruno Cabriac. Et donc, Laurence, merci de votre contribution parce que je pense que c'est un point d'équilibre important dans la revue. Et vous avez la parole pour nous dire comment est-ce que vous voyez l'importance de ce débat et au fond quels sont les outils à la disposition des banques centrales pour bien répondre à cette exigence nouvelle. Merci beaucoup. Donc à la demande de Benoît, que je remercie publiquement, j'ai traité dans l'article la question de la responsabilité sociétale des banques centrales. Et c'est pas social, et c'est pas moi qui ai choisi sociétal, hein, on me l'a imposé. Et c'était une super idée en fait, parce que c'est très différent. Il ne s'agit pas de parler de RSE, c'est-à-dire il ne s'agit pas de parler de la responsabilité de la banque centrale vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses contreparties directes, mais bien vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et donc ça n'englobe pas du tout les mêmes exigences. Et alors l'intérêt de cette question, elle est d'autant plus fort, disons, que le régime de central banking dans lequel évoluent la plupart des banques centrales des pays avancés, qui est un régime hérité des années 90, qui est donc un régime d'indépendance des banques centrales, eh bien repose sur une dépolitisation des banques centrales comme moyen d'asseoir de manière crédible l'orientation anti-inflationniste des politiques monétaires. Et donc, si vous voulez, on est dans des régimes où le central banking a été pensé comme une affaire purement technique, hein, aux antipodes de la responsabilité sociétale. Hein. Et d'ailleurs, Benoît tout à l'heure a parlé de technocrates qui font la politique monétaire en opposition au gouvernement et donc aux politiques qui font de la politique budgétaire. Or, la crise financière a dévoilé, mais au sens vrai du terme, c'est-à-dire levé le voile sur la non-neutralité de la gestion de la monnaie par les banques centrales, y compris par les plus indépendantes d'entre elles. C'est particulièrement le cas pour la BCE, et la mise en lumière de cet écart entre l'indépendance des jurés, dictée par un mandat souvent étroit, se résumant à assurer la stabilité monétaire, et la réalité observée d'une responsabilité sociétale de facto forte, ben ça crée une dissonance qui à un moment peut devenir problématique. En effet, depuis la crise financière de 2007-2008, les épisodes au cours desquels les banques centrales, et en particulier la BCE, ont endossé un rôle qui a été perçu comme ayant des impacts socio-économiques, voire politiques, majeurs, se sont multipliés. Après tout, ce qui a sauvé la zone euro, c'est le whatever it takes de Mario Draghi, hein, alors même que les États membres s'enlisaient dans les tergiversations. Et de ce point de vue, on peut se demander, la BCE, elle a quand même assuré un rôle
qui outrepassait simplement la défense de la valeur de la monnaie. Et bon, quand la BCE ferme les spreads, et en réalité, c'est une question de haute actualité, puisque le 15 juin, on a appris que la BCE travaillait sur un outil anti-fragmentation. Alors bien sûr, elle le fait officiellement au nom de la restauration des canaux de transmission de la politique monétaire. Mais en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'elle ne renoue pas avec sa fonction d'origine? Les banques centrales sont nées en fait de la gestion pour la gestion des dettes publiques. Donc est-ce que d'une certaine manière, ça ne renoue pas sur une autre forme avec cette fonction historique? Quand Jérôme Powell, lors du Jackson Hole Symposium de 2020, annonce que le Fed va donner plus de poids à la mission de favoriser l'emploi des familles à faible revenu, on en a parlé tout à l'heure, les plus touchées par la pandémie, qui généralement sont des familles, où il y a un fort biais pour des familles afro-américaines, hispaniques, il admet implicitement que la politique monétaire a des effets distributifs. Dans un discours prononcé par Isabelle Schnabel, dont le titre suffit, qui s'appelle Monetary Policy and Inequality, dans lequel elle constate que la pandémie a exacerbé la perception d'inégalités croissantes, elle affirme, je la cite, c'est pas moi qui parle, elle dit « Les banques centrales ne sont plus considérées comme les spectateurs dans ce débat ». Par ailleurs, donc ça c'est un premier pan, et par ailleurs, les banques centrales sont également soumises aux pressions, interpellations, on en a parlé, de la société civile, des ONG, du Parlement européen, pour davantage agir pour le climat. Et ces pressions, à mon sens, elles sont légitimes, et elles sont légitimées par la double matérialité. Alors j'ai vu que la double matérialité commençait à avoir droit de citer, et je m'en réjouis vraiment beaucoup. C'est-à-dire la double matérialité, c'est clair, c'est un truc simple finalement, c'est de dire finance et climat sont liés par un cercle vicieux. C'est-à-dire que les banques centrales, elles sont rentrées dans la question avec le discours de McCarney, le NGFS, etc., par l'angle des risques. C'est-à-dire que, attention, le réchauffement climatique génère des risques pour la finance, risques de transition, risques physiques, risque légal également, voilà. Mais en occultant le fait que c'est pas seulement le climat qui a un impact sur la finance, mais que la finance également, elle contribue à réchauffer le climat. Je veux dire, si vous octroyez des financements peu chers, abondants, avec des risques mal tarifés aux extracteurs d'énergie fossile, aux producteurs d'énergie fossile, etc., d'une certaine manière, vous réchauffez le climat. Et donc, si vous voulez, ce qui est important, et c'est pour ça qu'il y a autant d'interpellations, c'est que bien sûr, ça peut passer par des tas de mesures, le fait d'essayer de résoudre ça. Mais les banques centrales, elles ont des outils qu'elles peuvent adapter, notamment pour essayer de briser ce cercle vicieux et pour agir, en réalité, via la réévaluation des risques financiers sur la réallocation des flux financiers. Alors, évidemment, toutes ces évolutions actuellement sont percutées par la résurgence de l'inflation, ça c'est clair, qui complique considérablement la donne. Pour autant, ce nouveau contexte macroéconomique, à mon sens, ne fait pas disparaître ces questionnements sur la responsabilité sociétale des banques centrales. Et donc, à la question de comment résorber, atténuer la dissonance entre les statuts, mandats des banques centrales et ce qu'elles font véritablement, eh bien, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas avoir une réponse binaire. C'est pas indépendance versus non-indépendance. En réalité, il y a un continuum, et c'est une question de curseur. Et dans un récent papier que j'ai coécrit avec Jérôme Derys et Gaëtan Lequang, qui s'appelle Shaky Foundation Central Bank Independence in the 21st Century, eh bien, on explore les voies possible dans ce domaine. Alors, j'ai pas le temps, donc il faudra le lire pour avoir ces voix sur comment est-ce qu'on peut avoir une démocratisation soft, sans remettre en cause le statut d'indépendance, démocratisation qui a déjà, d'ailleurs dans lequel Éric Monet apporte quelques éléments, et qui porterait sur la question de la délégation de la politique monétaire et de la délibération sur la politique monétaire. Et donc, dans ce papier, on essaye d'explorer des voies concrètes de ce point de vue. Voilà, merci. Un grand merci. Moi, je voudrais, avant de vous inviter au ping-pong à la tribune, donc préparez vos armes ou vos arguments, dire quand même un petit mot de la contribution que j'ai pu apporter sur l'angle responsabilité démocratique de la Banque centrale devant le Parlement européen. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est
pas toujours suffisamment mis en valeur. Quand vous lisez le traité, l'organe devant lequel avec lequel la Banque centrale doit rentrer en dialogue, c'est le Parlement européen. Il n'y en a pas d'autre. Le Conseil a un pouvoir de nomination supérieur au Parlement européen, mais l'espace de dialogue, c'est le Parlement européen. Et de ce point de vue-là, les choses ont forcément évolué au fil de l'interprétation du mandat. Mais bien sûr, je vous invite à lire le papier qui est assez documenté, y compris dans un rappel historique. Lorsque le Parlement européen se prépare pour le passage à l'euro, sous la responsabilité de la présidence de la Commission économique et monétaire, Christa Renzioplat, le Parlement européen se donne un cadre d'action extrêmement clair. Mais il ne le fait pas à huis clos, il le fait en interaction permanente avec ceux qui étaient à l'œuvre pour installer l'euro et l'autorité de la Banque centrale. Donc moi, je me souviens de débats en permanence, que ce soit avec Lamfalussy ou avec Duisenberg, parce qu'il y avait une compréhension mutuelle de l'intérêt de mettre en place ce dialogue. Et dans ce dialogue, qu'on n'appelle toujours pas audition pour des raisons évidentes, la question de l'interprétation de l'article 127 du traité qui définit les objectifs de la Banque centrale a été une ligne permanente du Parlement européen. C'est-à-dire que quand l'article 127, que je devrais connaître par cœur, dit qu'une fois que la stabilité des prix est acquise, la Banque centrale s'occupe des autres objectifs de l'article 3, doit s'occuper des autres objectifs, des objectifs de l'article 3, c'est une porte ouverte à faire beaucoup d'autres choses. Alors c'est pas la définition d'un double mandat, mais c'est quand même une invitation à faire beaucoup d'autres choses. Et ça renvoie à ce rôle de la Banque centrale dans la société, qui n'est pas que une politique monétaire en vase clos, qui ne peut pas exister. Mais ce mandat est tellement large, cette définition de l'article 127 est tellement large, que finalement, pendant très longtemps, la Banque centrale s'est abritée derrière l'art de la communication. Là, il n'y avait pas de risque de communication, c'était l'art de la communication de Jean-Claude Trichet. La meilleure contribution de la politique monétaire à l'emploi et à la croissance, c'est la stabilité des prix. Fermez le banc, il n'y avait plus rien à dire. Et puis, au fil des mandats, des évolutions, des circonstances, eh bien, on a vu un glissement progressif de cette interprétation de l'article 127 pour aboutir à ce qui est maintenant dans la revue stratégique où clairement la question climatique est posée. Et on en est à ce stade où, maintenant, une fois que cet objectif a été fixé, pour le Parlement européen, je pense que c'est un sujet de démocratie, il y a un vrai sujet. Moi, je me souviens quand, au début de la politique monétaire, de l'installation de la Banque centrale, on se posait la question, mais au fond, certains se posaient, est-ce que c'est à la Banque centrale seule de définir ce qu'est une stabilité des prix? Bon, là, on a fini par, tout le monde a fini par rentrer à la maison, et c'est la Banque centrale qui définit ce qu'est la stabilité des prix. Bon, même si elle a fini par parfois réviser cette truc. S'agissant des mouvements de capitaux, du contrôle d'échange, dans le traité, il y a une interprétation, une écriture qui est un peu plus ouverte, où le terme du Conseil est mentionné, mais de fait, bon. Mais dans la définition des objectifs secondaires, qui choisit? Comment on choisit? Qui dit comment est-ce qu'on va lutter contre le réchauffement climatique? C'est une question pour moi de démocratie. Et c'est une question, alors je sais très bien, et quand j'ai évoqué tout au début le fait que on sent qu'il y a des fondamentaux incontournables, parce que dès qu'on avance sur ce terrain, il y a quelqu'un qui va arriver en vous disant mais si les politiques se mêlent de définir les objectifs que doivent définir et dans quelle hiérarchie la Banque centrale doit les suivre, vous mettez en cause l'indépendance de la Banque centrale. Mais en même temps, si la Banque centrale définit
la hiérarchie des objectifs, eh bien, on rentre dans une logique qui dépasse son mandat et où, alors, je crois que c'est vous, Laurence, qui avez dit, au fond, la Banque centrale a fait beaucoup de choses, mais la Banque centrale a aussi, heureusement qu'elle a fait beaucoup de choses, parce que les États pouvaient pas faire grand-chose et savaient pas faire grand-chose. Et donc, on a aussi cette équation très particulière au sein de l'Union européenne que le whatever it takes, it's because the other one, they wouldn't take anything. Et ça pèse beaucoup dans ce qu'est la Banque centrale et dans sa responsabilité vis-à-vis des objectifs secondaires. Et donc, moi, je pense que de ce point de vue-là, on est absolument au milieu du gué. Le Parlement européen en est parfaitement conscient, essaye d'obtenir de la Banque centrale un accord entre les institutions, comme il l'a fait au moment de la mise en place du mécanisme unique de supervision. Et je rentre pas dans le détail juridique, allez regarder l'article, c'est assez bien décrit, je crois. La logique est la même et il n'y a rien juridiquement qui s'oppose à ce qu'on a pu faire pour la fonction que la Banque centrale a en matière de supervision ou de surveillance ne puisse pas être copié-collé s'agissant de la relation globale que le Parlement européen a avec la Banque centrale. Mais ce que je comprends, c'est que la présidente de la Banque centrale a peut-être une envie, y compris parce qu'elle a conscience que dans sa révision stratégique, le Parlement européen a toujours été un soutien pour aller de l'avant dans son engagement en faveur du changement climatique ou du soutien au changement climatique. En même temps, toutes ces questions doivent être portées par le Conseil des gouverneurs. Et là, on retrouve des débats qui ne sont pas publics, mais dont on connaît les tenants et les aboutissants. Voilà, je ne veux pas être plus longue. Je veux proposer qu'on ait un petit ping-pong si l'un ou l'autre veut s'interpeller. Olivier, vous pouvez intervenir aussi si vous trouvez qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout assez dites. Et puis ensuite, vous aurez la parole. Oui, merci. Peut-être deux choses. Enfin, beaucoup a été dit. D'ailleurs, je suis très content de cette discussion qui montre la richesse du numéro. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le numéro et dont on n'a pas parlé. Donc, il faut vraiment tout lire. Peut-être deux choses. D'abord sur la responsabilité démocratique de la BCE en particulier, des banques centrales en général et de la BCE en particulier. Bon, je suis presque entièrement d'accord avec ce qu'ont dit Laurence et Pervenche. Je pense que c'est le bon cadre d'analyse. Et je pense qu'effectivement, l'institution centrale, c'est le Parlement européen dans les traités. Donc c'est pour ça que je suis pas complètement d'accord avec Eric Monet, par exemple, enfin, dont il faut lire le livre, hein, qui est absolument remarquable sur les banques centrales, et qui a eu par ailleurs le prix du meilleur jeune économiste il y a quelques semaines du cercle des économistes. Mais il développe une analyse assez comparable et à la fin il dit il faudrait créer un comité Théodule, je sais plus comment il s'appelle, un haut conseil du crédit, voilà, un haut conseil du crédit qui va prioriser, enfin voilà, qui devra discuter de la manière où il y aura les gouvernements, etc. Moi, non, je pense que c'est au Parlement européen de le faire. Il le fait en partie. Il y a tout un dialogue à avoir avec la société civile, évidemment, bien au-delà du Parlement, mais je pense que c'est au Parlement de l'organiser. C'est lui qui a la légitimité comme courroie de transmission, comme intermédiaire pour faire passer des messages à la BCE. Un bémol par rapport à ce qu'a dit Pervenche, je pense pas qu'on puisse faire un parallèle entre le cadre institutionnel qui gouverne la supervision bancaire et le cadre institutionnel qui gouverne la politique monétaire. Supervision bancaire, c'est une compétence ce qui découle du marché unique. C'est un aspect du marché unique. Et c'est une compétence que le Conseil a choisi de confier à la BCE. Il aurait pu ne pas le faire. D'ailleurs, il ne l'a pas fait jusqu'en 2013. Et il peut décider de lui retirer. Alors que la politique monétaire est dans les traités pour la BCE et elle seule. Voilà. Donc ça, c'est un point de désaccord juridique. Peut-être un dernier point sur un sujet complètement différent. Je pense qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, dont on aurait pu parler et dont on pourrait parler très longuement, qui est les changements technologiques de la monnaie électronique, l'euro numérique, qui est un peu abordé dans le numéro, pas autant qu'on l'aurait souhaité sans doute, mais qui est abordé et qui, je pense, c'est un débat qui est intéressant pour nous aujourd'hui parce qu'il sera l'occasion de tester certains des grands choix et des tensions dont on vient de parler. Pourquoi ? D'abord parce que
c'est l'occasion de confirmer le rôle central de la monnaie, de banques centrales au sein du système financier, dans un système financier qui évolue très très rapidement. Et de ce point de vue-là, moi, je me félicite qu'on soit passé très rapidement, en fait, d'une logique un peu d'opposition, avec des gens qui disaient on va faire des monnaies numériques, des crypto-monnaies qui vont challenger les monnaies des banques centrales. Et il me semble que la discussion est en train d'évoluer très rapidement, notamment du fait de l'essor de la finance décentralisée et puis aussi du fait d'un certain nombre de déboires des crypto-monnaies depuis quelques 16 semaines et quelques mois, pour basculer sur une logique de complémentarité où la monnaie banque centrale va rester, comme elle l'a toujours été, au cœur du système, mais tout en autorisant une diversité de moyens de paiement qui peuvent être électroniques, qui peuvent être basés sur des actifs, sur des jetons, sur des blockchains, etc. Mais ce qui est nouveau, et ça va aussi un peu, je pense, challenger le débat sur la stabilité financière qui a été très bien résumé par Mathias, c'est que on va passer d'une organisation du système financier très verticale, avec la banque centrale et les banques commerciales ou d'investissement qui distribuent la monnaie au reste du monde, à une logique beaucoup plus décentralisée. Et donc la Banque centrale va devoir apprendre à travailler sans doute avec une gamme plus large d'acteurs qui ne seront plus forcément les grandes banques, qui pourront être des prestataires de services de paiement, peut-être même des non-banques, et ça va changer aussi la manière dont la Banque centrale se voit au cœur du système financier. Et puis, par ailleurs, ça va aussi tester la manière dont la Banque centrale travaille avec les gouvernements, parce que dans la construction de l'euro numérique, il y a des choix cruciaux à faire sur la protection de la vie privée, tout simplement. Quelles informations sont transmises à la Banque centrale ou pas, quels seront les seuils de paiement en euros numériques, et ça, c'est des débats qu'on ne peut avoir qu'avec les gouvernements et avec le Parlement européen, parce que c'est des débats qui impliquent d'autres pans de la législation européenne, notamment la protection de la vie privée et la lutte contre le blanchiment, et où les choix seront in fine profondément politiques. Sur cette question d'abord sur l'histoire de parallèle que j'ai fait entre politique monétaire et mécanisme unique de surveillance, j'ai du mal à m'exprimer, mais quand vous lisez le traité, ce qui relève l'alinéa à partir duquel on a pu confier à la Banque centrale cette responsabilité et qui a conduit à développer un accord interinstitutionnel sur les conditions de communication, de travail, de transmission de documents à huis clos ou pas entre le Parlement européen et la Banque centrale est le même que celui qui organise le dialogue que la Banque centrale entretient avec le Parlement européen. Donc, moi, je fais que lire le traité. Je dis pas du tout que le Parlement européen doit avoir le même droit de regard sur la politique monétaire que quand la Banque centrale exerce son pouvoir de surveillance, loin de moi. Sur l'histoire de l'euro numérique, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais Michel Aglietta est dans la salle et sa contribution au numéro porte beaucoup là-dessus. Donc peut-être qu'au moment où on va ouvrir le débat à la salle, j'espère qu'il va nous dire comment est-ce qu'il voit les choses. Pour information, simplement le Parlement européen, dans sa compétence sur ces questions, vient d'organiser avec Fabio Panetta une session spéciale où il est venu, un peu comme on a essayé de le faire au moment de la revue stratégique, informer le Parlement européen de l'état d'avancement des travaux sur ce projet. Olivier Garnier, vous vouliez intervenir ? Oui, peut-être juste deux petites remarques. Une première remarque sur cette question un peu sur responsabilité sociétale, responsabilité démocratique. Donc tout à fait d'accord pour dire que les banques centrales ont une telle responsabilité. En même temps, ça ne doit pas être vu comme une roue de secours pour une absence de responsabilité de la part des gouvernements. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on fait appel à la responsabilité sociétale des banques centrales, c'est parce que les gouvernements ne veulent pas ou ne peuvent pas assumer cette responsabilité. Et donc, en plus, si c'était nous, banquiers centraux, qui devions parfois, dans certains cas, assumer cette responsabilité sans avoir aucune légitimité démocratique,
je trouverais ça très dangereux. Mais très souvent, on le voit dans le cas du climat, c'est parce que les gouvernements ne mettent pas en place les politiques qui seraient nécessaires qu'après on dit c'est aux banques centrales de faire. Donc ça, c'est sans doute pas la bonne démarche, même si les banques centrales peuvent assumer une responsabilité dans ce domaine-là. Deuxième remarque peut-être à propos du numéro, et la question était est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans ce numéro? En réfléchissant et en le voyant aussi par rapport à la revue stratégique de politique monétaire que nous avons conduite, il y a assez peu de choses finalement sur les questions de communication que Bruno y a fait allusion et qui, je crois, sont tout à fait importantes, y compris par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir sur cette responsabilité démocratique. Mais je crois que les banques centrales continuent trop à parler de manière un peu top-down et à la fois uniquement vis-à-vis des marchés et peut-être avec insuffisamment d'écoute. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les exercices d'ailleurs aussi bien au niveau américain, au niveau européen, sur un peu les banques centrales à l'écoute. Mais je crois qu'être à l'écoute des entreprises, des ménages et bien sûr aussi de l'ensemble des autorités politiques et autres, c'est une composante importante. Et je signale, je terminerai par là pour faire un peu de publicité, qui montre aussi qu'il ne s'agit pas seulement de regarder un peu les indicateurs de marché. Aujourd'hui, la Banque de France, là, pour la première fois, vient de publier une nouvelle enquête. On a monté une nouvelle enquête pour mesurer les anticipations d'inflation des entreprises. Parce que jusqu'ici, c'est que nous, banquiers centraux, nous sommes très attachés à suivre ce qui se passe en matière d'anticipation d'inflation pour voir si elles sont bien, dans notre jargon, on appelle ça bien ancrées ou mal ancrées. Mais en général, ce qu'on utilisait jusqu'ici, c'est principalement des anticipations issues d'instruments sur les marchés financiers, de prix sur les marchés financiers. Mais on n'avait pas d'indicateur du côté, par exemple, des entreprises, parce que les seules indications qu'on avait sur les entreprises, c'était sur leur propre prix de vente, alors que là, maintenant, on les interroge chaque trimestre sur leurs anticipations sur le niveau général des prix à la consommation. Et en même temps, d'ailleurs, on les interroge sur l'évolution qu'elles attendent aussi, qu'elles anticipent sur les salaires. Donc j'en profite. Mais c'est un moyen pour dire, justement, il faut être à l'écoute des ménages et des entreprises. Et la Banque centrale européenne, d'ailleurs, met en place aussi une enquête auprès des ménages pour suivre les anticipations des ménages. C'est eux qui vous ont copié ou c'est vous qui les avez copiés? Laurence, vous vouliez intervenir? Je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Benoît sur le fait que c'est le Parlement en fait qui est vraiment le garant de cette démocratisation et de l'importance du dialogue avec la BCE. Mais je pense que ça nécessite de réarmer le Parlement techniquement sur ces questions, de sorte que ce qu'on n'appelle pas des auditions, mais un dialogue monétaire, soit un vrai dialogue. Et que la BCE soit challengée vraiment sur ses choix. Et là, effectivement, on aurait de la délibération. Mais ça nécessite nécessairement, je suis assez d'accord, moins, à mon sens, un Conseil national du crédit que de réarmer techniquement la BCE, parce que la politique monétaire est quand même devenue d'une complexité et voilà, et ça entretient le fait que ce soit moins un dialogue en réalité qu'une présentation en fait par Christine Lagarde ou de la politique de la BCE. Pour ce qui est des questions est-ce qu'on est dans un nouveau central banking, est-ce qu'on va basculer, etc. Moi, je pense qu'il faut absolument regarder l'histoire. Hein. Et quand on regarde l'histoire, en fait, vous avez des périodes qui peuvent être plus ou moins longues, où il y a une cohérence institutionnelle, et puis ça peut basculer très vite. Je rappellerai quand même que l'indépendance des banques centrales a eu un autre âge d'or qui était dans les années 20. Dans les années 20, Montagu Norman était à la manœuvre, hein, et défendait la position de la SDN à l'époque, et plein de banques centrales ont adopté un statut d'indépendance, et il y a eu la crise des années 30, il y a eu la guerre, et les choses ont changé, quoi. Et donc, quand vous regardez les 4 grands objectifs des banques centrales, que sont unifier le système de paiement, le préserver, assurer la stabilité financière de manière curative, préventive, l'ancrage de la valeur de la monnaie ou du change, et la gestion de la dette publique, selon les périodes dans l'histoire, la balance, et ce sont les pays, la balance entre ces 3-là se modifie. Et aujourd'hui, c'est vrai que le contexte de très fort endettement public, du fait qu'on est rentré dans un monde d'incertitude, je regardais tout ce qui s'est passé depuis la crise, quoi. Je veux dire, crise sanitaire, crise financière, crise de la dette souveraine, crise géopolitique.
Rappelons quand même que les banques centrales ont gelé les avoirs de la Banque de Russie. Donc voilà, je veux dire, on est dans une configuration où on peut penser qu'on va vers un nouveau central banking. Le problème, c'est quelles sont ses caractéristiques. Et ça ne veut pas forcément dire revenir nécessairement complètement sur l'indépendance, mais ça veut dire probablement des modifications institutionnelles pour autant. Enfin, à mon sens. Un petit mot, Benoît, et ensuite je vais passer la parole à la salle, et j'aimerais bien que Michel Aglietta ait envie de parler en premier pour nous dire un petit mot de... Ah pardon, alors, Benoît, Hans-Helmut, et puis... Après, ok. Benoît. Non, moi c'est très rapide, mais en écoutant Laurence, et pour répondre à la question qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce qu'il y aura dans le numéro 2, que la revue d'économie financière nous demandera bientôt de faire, je pense, et je le dis aussi pour tous les étudiants qui vont lire le numéro ou qui nous regardent sur Internet, il manque un article sur les modèles des banques centrales, aussi bien les modèles théoriques que les modèles empiriques, économétriques. Est-ce qu'ils ont été bons, comment ils ont évolué et de quoi on a besoin maintenant? Je pense que ça serait un article vraiment passionnant. Juste une chose, je pense qu'il n'y a pas un bon modèle. Il y a un modèle qui est adapté à un environnement, à un contexte institutionnel, etc. Il n'y a pas un bon modèle, simplement. Michel, est-ce qu'on peut... Michel. D'abord, je vous engage à prendre connaissance du rapport très récent de France Stratégie sur les soutenabilités. Car ce rapport met bien en avant la nécessité de dépasser évidemment le type de relations politiques dans lequel nous sommes plongés depuis que le néolibéralisme est en place, c'est-à-dire depuis 40 ans, pour un régime de planification stratégique qui est totalement indispensable, en rapport avec, bien entendu, non seulement l'urgence climatique, mais plus compliqué, l'ensemble des problèmes environnementaux pour une écologie politique qui est fondamentale. Car ceci implique à la fois, ça dépasse les prix, c'est ça le problème. Ça dépasse les prix car un ensemble d'indicateurs essentiels sont des indicateurs non prix. Et la difficulté qu'il y a à rapprocher les uns ou les autres se fait en plus par rapport au fait qu'il faut prendre en compte le long terme. Et on ne sait pas prendre en compte le long terme sans planification stratégique. De sorte que le retour de la planification est absolument décisif. Et le retour de la planification est indispensable par rapport non seulement à l'urgence climatique, mais la question de toute la détérioration de la biodiversité. C'est-à-dire que vous avez à la fois quelque chose pour lequel on peut mettre des prix, c'est-à-dire que par rapport à l'urgence climatique, il est tout à fait possible de mettre un prix au carbone évité, et ça n'a encore jamais été fait, pour inciter les entreprises à s'engager à faire des investissements avec une rentabilité suffisante pour elles, dans la mesure où ils auront un prix suffisamment élevé pour lancer des investissements qui seront des investissements bas carbone. Ça, c'est toujours pas fait. On le sait, on sait qu'on doit faire ça, on sait qu'on doit mettre un prix élevé au carbone évité, on ne le fait pas. Tant qu'on ne le fait pas, pratiquement, on n'a pas de possibilité, à mon avis, d'avoir une trajectoire d'investissement écologique qui suit la longue durée. Car c'est ça le problème. Il faut aller quand même à 2050, je veux dire, pour avoir une neutralité carbone. Donc, mettre en avant la longue durée, c'est évidemment changer complètement le rôle du politique par rapport à celui qu'on connaît jusqu'ici. Et le rôle des banques centrales dans cette situation est évidemment fondamental, puisque à la fois elles doivent intervenir sur la question du risque de transition, c'est-à-dire du risque de transition, et sur la prise en compte nécessairement des risques qui sont les risques liés aux effets du changement climatique lui-même et aux conséquences que ça a sur le risque systémique, bien entendu. Donc les banques centrales sont complètement impliquées dans une croissance verte de longue période, mais en rapport étroit avec une planification stratégique qui est celle de la puissance publique. Donc le rapport, me semble-t-il, qui est lié au néolibéralisme, cette histoire. La Banque centrale doit être indépendante de ce que fait l'État. C'est totalement incompatible au monde dans lequel nous arrivons, je veux dire. Je dis, n'oublions pas en plus que le développement
ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est la Commission européenne, avec sa présidente, qui pousse au maximum pour que nous ayons un euro numérique dès 2024. Et c'est évidemment décisif. Si on veut intégrer l'Europe et se sortir de l'hégémonie du dollar, il est clair que sortir du principe de la devise clé, il est clair que l'euro, les monnaies numériques de banque centrale ont des caractéristiques dans leur protocole, puisque leur code digital leur est incorporé, qu'elles sont nécessairement indépendantes du principe de la devise clé. Il est plus possible de tenir le principe de la devise clé. Mais donc ça veut dire que l'euro numérique, comme les autres monnaies numériques qui vont se développer, n'oubliez pas, c'est pas par hasard si la Chine a développé son projet mBridge, c'est que ceci nous mène nécessairement à un système dans lequel les différentes monnaies numériques sont en contradiction les unes avec les autres, sauf si elles mettent un protocole commun. Et c'est à la question. Le problème du système monétaire international est mis en cause par le fait que nous avons des monnaies numériques qui, si leur protocole n'est pas commun, évidemment, rendent les transactions transfrontières quasiment, si vous voulez, chaotiques. Ça arrive tout de suite, dès que les pays auront développé leur monnaie numérique. Et ça, je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement, dans la mesure où ça fait partie de la nouvelle forme de la monnaie. C'est le grand changement de la monnaie. Il y en a eu au XIIIe siècle, il y en a eu en effet au XIXe siècle avec la Banque d'Angleterre, et nous avons la monnaie va totalement changer de nature par rapport à ce qu'elle a été jusque-là. Et c'est ça le XXIe siècle, et il faut s'y mettre, je veux dire. Donc ce qu'on raconte sur indépendance, pas indépendance, etc., c'est complètement hors de la plaque. Un grand merci et bravo d'avoir tout dit en si peu de temps. Hans Helmut. Je suis en train de réfléchir comment expliquer ce que Michel Aclietta a proposé en allemand. Je prends tout ça très sérieux, mais ce que je crois est que nous devons aussi penser sur les autres constituencies. Ça veut dire les deux articles avec le plus grand défi pour les réactionnaires comme moi sont l'article de Laurence et de Pervenche. Laurence a tout à fait raison. Cette idée de dépolitisation de la politique monétaire est assez naïve. Mais ça, c'était le concept allemand, avec une stricte rigoureuse séparation entre politique budgétaire, politique monétaire, politique salariale. Il est évident que chaque politique monétaire a des conséquences allocatives, redistributives, surtout toutes les mesures de politique non conventionnelle. Mais le risque est évidemment que la politique monétaire, et je suis tout à fait d'accord avec Olivier Garnier, is the only game in town, which is terrible. Et laissez-moi l'expliquer. Nous sommes maintenant en train de discuter cet instrument fabuleux qui s'appelle anti-fragmentation. Ce qui est un jeu de la BCE avec le processus politique italien. Ce que veut dire que les conséquences des décisions concernant les dépenses en Italie ne sont pas subies par les électeurs italiens, mais plutôt on gère le spread, qui s'appelle en italien aussi lo spread. On gère lo spread. Il y a des raisons pour le faire peut-être dès qu'il y a une différence, dès que les marchés ne sont pas parfaits, qu'ils ne sont assez souvent. Mais il fallait faire une différence entre solvability and liquidity crisis, qui est très très difficile à faire. Une discussion très très évidemment politique. Où est
la légitimité du directoire de la BCE de décider sur des questions comme ça. Et je continue avec deux exemples de plus. Alors, je suis un réactionnaire très sympa. Et je trouve les questions que Steve Schickett et Ken Kernels ont mis sont tout à fait correctes. Il faut trouver des réponses là-dessus. Concernant tous les autres objectifs de la politique monétaire, à mon avis, il fallait pour chaque instrument, pour chaque objectif, un instrument indépendant. Et beaucoup de ces instruments n'ont rien à faire avec la capacité technocratique, et Laurence a tout à fait raison, c'est naïf, mais quand même, n'ont rien à faire avec cette capacité technocratique des banquiers centraux. Ils sont évidemment des questions politiques. Et maintenant, ça c'est le problème. Nous sommes en Europe, avec des visions très très différentes concernant de ce que peut arriver avec l'union monétaire. Et il fallait le discuter ouvertement. J'aimerais bien d'avoir Michel discuter ça à la Bundesbank. On va faire cette même, et si Michel a eu le temps, aura le temps, ça sera parfait. Alors, on est dans des débats très, très nationaux. Avec beaucoup, par exemple, planification. C'est colbertisme. On est dans toutes ces situations de créer des maisons compte. C'est juste. Alors, la politisation de la politique monétaire, au-delà des questions que nous sommes en train de traiter, va poser beaucoup de questions très difficiles à trouver des... Et laissez-moi finir peut-être avec une troisième. J'avais eu toute une liste, mais je m'arrête là. Parce que Matthias Thiemann a décrit l'environnement des banques centraux qui a changé énormément. Ça s'appelle shadow banking. Jim Tobin parlait de non-bank banking. Olivier Pastré a écrit il y a une trentaine d'années un livre sur les nouveaux piliers de la finance. Les banques centraux sont confrontés à beaucoup de choses qui sont tellement difficiles à comprendre dans leur métier, qu'il me paraît assez difficile d'introduire des devoirs en plus. J'étais assez réac. Moi, j'ai deux questions une question pour Benoît et une question pour Mathias. Mais je voudrais savoir d'abord, parce qu'il est 8 heures, donc on est en train de dépasser notre temps, donc on va juste prendre peut-être 5 minutes pour conclure. Est-ce qu'il y a une question dans la salle que quelqu'un veut vraiment poser? Sylvie, et on va prendre les deux questions là. Alors, on commence par Sylvie ou... Non, regarde, il y a un micro qui arrive. Juste pour continuer sur ce qu'a dit Anselmout sur l'outil fragmentation. Donc je comprends qu'on s'oriente un petit peu comme ce que fait la Banque d'Angleterre par une augmentation des taux et en parallèle une continuation de rachat de manière plus sélective, puisque dépendant des certains pays. Mais est-ce qu'il y aura ou est-ce que vous croyez qu'il faut un critère pour décider que, à partir d'un certain moment, le spread justement est significatif d'une mauvaise transmission de la politique monétaire ou simplement le reflet, comme vous l'avez indiqué, de critères juste financiers du pays en question? Parce que c'est vrai que ça pose quand même une réelle question.
Ma question est vis-à-vis de Madame Cialom. Pourquoi avez-vous dit réarmer? J'aurais dit armer. Réarmer le Parlement européen, etc. Et je me demande s'il ne faudrait pas armer aussi les parlements nationaux, parce que avec la BCE, les parlements nationaux, et notamment le Parlement français, considèrent que la politique monétaire ne pose plus aucun problème. L'argent est magique. Oui, vous m'arrêtez si vous pensez que je suis hors sujet. J'ai été trésorier d'une multinationale américaine, et donc sur les conséquences microéconomiques des décisions de banque centrale, en fait, avec les taux d'intérêt négatifs, le temps n'a plus d'importance, le risque n'a plus d'importance, et donc on risque une mauvaise allocation des capitaux. Voilà. Merci. Je ne pense pas que c'était hors sujet. Alors, Hans-Helmut, tu veux répondre, Sylvie? Une politique monétaire sélective sectorielle est difficile à défendre. Il faut argumenter que les marchés sont en train d'une dérive, que les évaluations des risques de défaut sont fausses, il y a des situations comme ça, évidemment, mais on s'expose à un jeu entre BCE et politique budgétaire nationale, qui est pour moi très difficile à comprendre dans le cas italien. Vous avez là deux membres importants du gouvernement qui sont simplement anti-euro, anti-Europe. Et vous êtes dans un jeu très difficile, comme Banque centrale européenne, d'intervenir là-dessus. C'est un peu, j'ai réfléchi là-dessus, c'est un peu la construction d'un système de taux de change fixe, avec une situation honeymoon qui est assez instable dans beaucoup de situations. Je n'ai pas une réponse définitive, Sylvie, mais j'en suis sûr qu'on aura dans la Cour constitutionnelle de chez nous des professeurs qui vont citer le paragraphe 123 et 125. Benoît, avant que tu répondes sur la question des taux négatifs, moi j'étais un petit peu curieux de savoir qu'est-ce que ça serait qu'une nouvelle stratégie qui intégrerait une approche sectorielle. Parce qu'à la fin de la présentation, tu as dit Oui, mais tu as dit il faut ajuster, il faut peut-être réajuster la doctrine pour avoir une approche sectorielle. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire dans une révision de la stratégie? D'accord. Alors, sur... En 3 minutes. Hein. 3 minutes. Puisque je m'attendais à beaucoup moins, donc je vais aussi peut-être dire un mot de la fragmentation. Moi, j'admire tous ceux qui ont un avis tranché sur ces questions, ce qui n'est pas le cas de Hans-Helmut, hein, mais c'est souvent le cas dans le débat qu'on entend en ce moment. C'est un débat très très compliqué parce que la Banque centrale européenne doit accepter et reconnaître les limites à son mandat, qui est qu'elle ne doit pas faire de la politique budgétaire. C'est très clair dans le traité. Alors il y a plein de gens qui ont envie qu'elle le fasse, mais elle n'a clairement pas le droit de le faire. La Banque centrale n'est pas censée assurer la solvabilité des États. Ça, pour moi, c'est clairement contraire au traité européen. Mais elle doit aussi accepter qu'il y a des situations de marché qui sont des dynamiques de marché qui sont
spéculatives, qui sont autoréalisatrices et qui peuvent amener les taux d'intérêt à des niveaux qui ne sont pas du tout justifiés. C'est ce qui s'est passé en 2012, c'est pour ça qu'on avait créé les OMT en 2012. Je ne porte pas de jugement sur la situation actuelle, mais ça peut se présenter à nouveau dans l'avenir. Et elle doit aussi accepter que ce qu'elle dit elle-même va influencer ces dynamiques de marché. Donc toute position que prend la Banque centrale dans un sens ou dans l'autre va influencer la dynamique de marché. Elle n'est pas observatrice. Et donc, voilà, ça nécessite beaucoup de subtilité pour naviguer et trouver le chemin de crête. On l'avait trouvé en 2012, on l'avait trouvé à nouveau en 2015 sur la Grèce, ce qui était encore plus difficile, où il fallait naviguer entre le devoir de continuer à financer l'économie grecque, mais le devoir aussi de ne pas préempter des décisions des membres des États de la zone euro, des ministres des Finances sur le soutien à la Grèce. Il y avait une ligne de crête qui a été très difficile à trouver, mais qu'on a tenue. Et la situation aujourd'hui est encore différente. Donc moi, je passe pas de jugement parce que je pense que c'est très compliqué. Voilà. Et donc je souhaite bon courage à mes anciens collègues et au directoire. Sur la politique sectorielle, non, ce que je voulais dire, c'était plutôt en termes en termes analytiques. Je pense pas que la politique monétaire doit être sectorielle. Parce que pour toutes les raisons qu'on a déjà discutées abondamment aujourd'hui, qui est que c'est pas au Conseil des gouverneurs à Francfort de décider de soutenir tel ou tel secteur. Elle peut avoir des politiques, elle doit avoir une politique climatique parce que c'est un objectif commun de l'Europe, mais c'est pas une politique sectorielle. Et donc, en revanche, il faut, pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, dans une situation d'inflation forte, de choc d'offres, très différenciés selon les secteurs, de goulot d'étranglement, etc., il faut avoir des outils intellectuels et des outils universitaires, enfin des modèles qui sont très différents qui sont pas ceux qu'on a utilisés jusqu'à présent. C'est ça que je voulais dire. Et que je pense pas que les banques centrales les aient d'ailleurs. Elles tâtonnent beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des articles théoriques sur le sujet. Il y a d'ailleurs le très regretté Emmanuel Fary avait travaillé là-dessus au plan théorique, mais c'est pas encore dans la pratique des banques centrales. Sur la question de monsieur sur les taux négatifs, oui, bien sûr, il y a un risque que les taux négatifs conduisent à une mauvaise allocation du capital. Alors, je crois qu'il faut faire crédit aux banques centrales d'avoir beaucoup travaillé là-dessus, sur les données disponibles. Quand on a lancé les taux négatifs en 2013, il y avait quasiment aucune étude. Là, c'est un exemple où les praticiens étaient en avance sur les théoriciens, parce que je me souviens qu'on avait dû retrouver les articles de Silvio Gesell de 1926, qui sont d'ailleurs passionnants, pour essayer de comprendre comment marche un taux négatif. Donc, ce qui prouve qu'il faut toujours faire de l'histoire économique, d'ailleurs. Ça peut toujours servir. Mais il n'y avait pas d'article théorique récent et encore moins empirique. Depuis, elles l'ont fait. Il y a toute une littérature, toute une recherche sur notamment les effets des taux négatifs sur la productivité et sur l'émergence d'entreprises zombies, d'entreprises non viables, dont moi je tire la conclusion que les effets ne sont pas conclusifs. Donc, je ne pense pas que les taux négatifs aient créé des entreprises zombies ou aient affecté la productivité, ou en tout cas elles l'ont sans doute fait, mais ça a été compensé par les effets macroéconomiques, donc par les effets d'équilibre général de ces politiques. Mais beaucoup d'économistes seront en désaccord avec moi, mais c'est ma conclusion personnelle. Alors, je pose rapidement ma question à Mathias Tillmann. Et je le remercie de répondre très brièvement parce qu'on va exploser notre temps. Et après, Bruno Cabriac veut intervenir, Laurence aussi. Et voilà. Alors, Mathias, ma question c'est, au fond, vous avez dit, il faut que je caricature, mais il faut que les banquiers centraux s'occupent un peu plus du shadow banking, enfin de ce qu'on appelait autrefois le shadow banking. Or, du côté des autorités de marché, dans le débat qui est en train de se nouer et qui manifestement s'est réouvert du fait du fonctionnement des fonds monétaires pendant la crise de la Covid, on a l'impression qu'il y a une appréciation, pour dire les choses poliment, qui est un peu différente. Et donc, comment est-ce que vous imaginez une coopération entre les deux types d'autorités et où doit se nouer ce débat? Ou est-ce que c'est les banques centrales qui doivent le faire seules et que les autorités de marché n'auront qu'à suivre? Je vous pousse dans le raisonnement. Très très bien, merci. Donc, j'ai fait en fait l'analyse de cette coopération dans l'Europe et les États-Unis. Et ce qu'il faut dire d'abord, c'est que il y a déjà une collaboration assez étroite entre
ESMA et le BCE dans le European Systemic Risk Board. Et en fait, il y a une convergence des idées sur les risques de liquidité. Je crois en fait qu'ils sont assez conscients aussi qu'il y a une nécessité, parce que c'est cette nécessité, si la Banque centrale elle doit assurer les marchés, je trouve qu'elle a aussi le droit d'imposer un peu la prise des risques des acteurs qu'elle va assurer. Et pour y arriver, elle doit collaborer avec les marchés des autorités financières. Et je trouve qu'il y en a déjà une certaine collaboration entre les économistes qui travaillent sur les liquidity run risks, les autorités de marché financiers, spécialement le ESMA et le BCE. Et pourquoi? Parce que le ESMA, ils ont le mandat de la stabilité financière. Et ça, c'est super important parce qu'aux États-Unis, la SEC, elle n'a pas le statut de la stabilité financière. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans ces moments-là, il y a une friction totale. Il y a une blocade totale. Donc, on voit vraiment une appréciation des risques par les marchés, par les autorités des marchés, mais qui n'est pas encore aboutie. Donc, il y a encore des différences, des grandes différences entre les deux. Et c'est une culture, donc. C'est une question de culture qui est en train de se jouer, je trouve. Merci. C'est bien d'entendre que parfois les statuts européens sont plus complets que les statuts américains. Bruno. Je voulais juste courtement réagir à l'intervention de Michel Agliata, mais malheureusement ça tombe mal, il vient juste de partir, pour rappeler que le modèle dont on a parlé des banques centrales indépendantes avec un objectif précis, c'était précisément pour ancrer des perspectives à long terme sur la stabilité des prix et pour confier, à nouveau avec un mandat restreint, à une institution qui échappait aux cycles électoraux, une responsabilité en matière de stabilité des prix. Donc c'était un moyen qu'on avait trouvé de rendre compatible à la fois des systèmes démocratiques avec des cycles électoraux assez courts et des perspectives de long terme. Donc c'est peut-être quelque chose dont il faut s'inspirer pour d'autres problèmes, y compris le problème du changement climatique. Parce que la planification stratégique à long terme, comment la rendre compatible avec des cycles électoraux de 4-5 ans, dans le meilleur des cas, dans les pays les plus stables, c'est quand même une vraie question démocratique à poser. Mais moi, je ne sais pas si Hans Helmut sera d'accord, mais pour moi, Next Generation EU, c'est pas la planification dont parle Michel Aglietta, mais c'est quand même des éléments de cadrage sur une période un peu longue par rapport à des moyens au service d'un objectif de politique économique. Laurence, vous avez été interpellée par Olivier Bailly, mais j'espère que je serai d'accord avec vous deux, ce qui n'est pas sûr. Je voudrais juste une petite chose. La planification, ce n'est pas nécessairement colbertien. C'est regarder la planification suédoise. Enfin, vous voyez, il y a différents modèles de planification. Sinon, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, en fait. Mais il fallait répondre à Olivier Bailly qui vous disait qu'il ne faut pas réarmer. Oui, bien, mais je suis d'accord, tout à fait. Il faut armer, bien sûr, techniquement sur ces sujets-là, et les parlements nationaux et le Parlement européen, bien sûr. Mais si j'ai parlé du Parlement européen, c'est parce qu'on parlait des dialogues monétaires. Et j'irais même plus loin. C'est pas uniquement sur les questions de central banking, c'est aussi sur les questions de réglementation bancaire. Je veux dire vraiment sur tout ce qui concerne la réglementation. Franchement, moi je vous invite à aller faire un stage au Parlement européen. Hein. Alors, oui, non mais faites-vous inviter dans des trilogues. Vous verrez quelle est la compétence des parlementaires qui finissent par se mettre autour de la table sur un trilogue. Je crois que Benoît en a été le témoin. C'est des gens qui bossent et ils savent ce dont ils parlent à la fin. Sur le dialogue monétaire, il y a des enjeux, c'est compliqué et c'est ce que j'essayais d'aborder dans le papier. Ça, c'est compliqué. Je veux dire, quand moi je me souviens les premières auditions de Duisenberg. D'ailleurs, c'est une chose, je le redis ici publiquement, ça m'agace. Le Parlement européen a toujours demandé qu'il y ait les minutes de la Banque centrale qui soient publiques, etc., publiées, etc. Les auditions de la Banque centrale par le Parlement européen, enfin les dialogues monétaires, ne sont publics qu'à partir de 2014 ou 2015. Les autres, on ne peut pas les consulter. Donc ça, je pense qu'il faut voir. Mais il y a des améliorations à apporter. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait cette discussion d'un accord entre la Banque centrale et le Parlement européen. Il faut que ce soit mieux outillé. L'association avec les parlements nationaux, c'est très difficile
parce qu'ils sont accaparés par leur propre agenda, considèrent que la politique monétaire, d'une certaine manière, ils la subissent, et donc ils s'y intéressent plus, sauf quand ça leur tombe sur la figure. Et c'est la même chose quand vous êtes sur une réglementation financière. On a toujours ce problème des utilisateurs, des émetteurs qui ensuite vont subir la réglementation financière et qui ne sont pas autour de la table au moment où on définit les conditions dans lesquelles les acteurs des marchés financiers vont venir les financer. Mais du point de vue des parlements nationaux, parfois c'est un peu la même difficulté. Je fais pas un plaidoyer total, mais je trouve que vraiment, je vous invite à regarder l'audition il y a 2 jours de Madame Lagarde. Sur les parlements nationaux, avec Mario Draghi, on avait changé la doctrine qui était celle de Jean-Claude Trichet et de Duesenberg, c'est-à-dire que on est une institution européenne, on ne parle pas aux parlements nationaux. Mario Draghi avait été auditionné par l'Assemblée nationale ici à Paris. Moi, je suis allé plusieurs fois en commission des finances de l'Assemblée ici pour expliquer ce que faisait la BCE, et la BCE continue à le faire. Donc ça a changé. Bon, alors il y a beaucoup de chantiers ouverts, beaucoup d'améliorations à mettre en œuvre. Un grand merci à la Banque de France de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci de votre participation. On a envie effectivement de poursuivre ce débat, mais pour ce soir, on va s'arrêter là. Et je comprends qu'on aura peut-être rendez-vous pour un 3e épisode à Francfort avant la fin de l'année. Un grand merci à vous tous. Merci, au revoir. Ciao. Ciao.